Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus ici ce matin pour cette belle table ronde. Nous allons parler donc de la fracture éducative dans les zones rurales et plus précisément comment favoriser l'égalité des chances dans les zones rurales et les petites villes. Nous sommes très heureux de cette collaboration entre l'Express et Excellence Ruralité pour une table ronde qui durera environ 1 heure, suivie ensuite de questions-réponses. Et donc voilà, je précise tout d'abord, si vous avez des questions, vous pourrez tout au long, au fil de la table ronde, les envoyer au numéro qui s'affiche juste derrière nous, au 06 68 55 99 05. Elles me seront ensuite envoyées. Et voilà, nous poserons ensuite les questions aux intervenants et aux intervenantes. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, avant de commencer cette table ronde, présentons les intervenantes et les intervenants. Tout d'abord, à ma gauche, Delphine Lingemann. Vous êtes députée du Puy-de-Dôme depuis 2022. Vous êtes membre du groupe Mouvement démocrate, vice-présidente de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Et vous êtes vous-même enseignante, vous êtes engagée sur les missions éducatives. Vous avez donc une double expérience qui sera propre à nous éclairer lors de cette table ronde. Et vous êtes en plus vice-présidente du Parlement rural pour lequel vous souhaitez dire un mot, je crois. Merci, bonjour à toutes et à tous. En fait, oui, le Parlement rural, c'est une instance présidée par un sénateur du Cantal, Bernard Delcros, qui est également président de la délégation aux collectivités territoriales au Sénat. Et donc, c'est un Parlement un peu qui travaille déjà composé de sénateurs et de députés, mais aussi de chercheurs. Et nous travaillons sur les différentes problématiques, effectivement, de la ruralité, dont l'éducation, mais pas seulement. Il y a la mobilité, il y a l'accès aux services publics, l'accès aux soins, et toutes les problématiques en lien, l'attractivité, le développement de l'attractivité de nos territoires ruraux, et toutes les problématiques en lien avec la ruralité. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, dans cette table ronde. Alors ensuite, à votre gauche, Jean-Baptiste Noyac. Donc vous êtes cofondateur d'Excellence Ruralité depuis 2017. Donc vous portez un travail essentiel en faveur des territoires ruraux. Vous allez pouvoir avoir l'occasion de développer ça autour de cette table ronde. Vous avez actuellement ouvert 3 écoles. Est-ce que vous souhaitez un peu plus vous présenter ? On aura l'occasion, c'est parfait. Alors, à votre gauche, bonjour, merci d'être ici, Florence Rizzo. Alors, vous êtes cofondatrice et directrice générale d'École Huma. Vous êtes une figure majeure de l'engagement pour une école plus juste et plus humaine. Et vous êtes vous-même issue de zones rurales dans l'est de la France. Voilà, nous aurons l'occasion ensuite de développer tout ça au cours de cette table ronde. Et à votre gauche, bonjour, merci d'être ici, Jérôme Fourquet. Vous êtes directeur du département opinion de l'IFOP. Et vos travaux portent sur les évolutions de la société française et des fractures rurales. Et vous allez avoir l'occasion d'initier cette table ronde avec la présentation d'une étude qui a été réalisée en collaboration avec l'IFOP et Excellence Ruralité. Je n'en dis pas plus, à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc effectivement, on va vous présenter pour lancer cette matinée les résultats de cette enquête exclusive que l'IFOP a réalisée à la demande d'Excellence Ruralité. Une enquête qui a été réalisée en miroir à la fois auprès d'un échantillon national représentatif de la population française, comme l'IFOP le fait régulièrement, un échantillon de 1000 personnes, mais également un autre échantillon représentatif, fluide et de même taille, de la population des territoires ruraux, pour voir si on avait des points de convergence ou de divergence sur un certain nombre de sujets. Et bien évidemment, compte tenu de la table ronde, vous en doutez, les questions vont porter sur la fracture territoriale et plus spécifiquement sa composante éducative. Alors les résultats, les données d'enquête sont toutes fraîches, puisque le terrain d'enquête a été réalisé au mois de septembre dernier. Et ce qu'on va constater, c'est que sur la plupart de nos questions, on a aujourd'hui, c'est déjà un point important pour faire avancer la réflexion et le débat, on a un consensus entre le diagnostic qui va être porté par la moyenne des Français et par les habitants des territoires ruraux. C'est le cas notamment, d'une manière générale, quand on pose à brûle-pourpoint la question de fait de savoir si on a le sentiment que les territoires ruraux sont délaissés par les politiques publiques. Ce constat, ce diagnostic, il est commun à la fois à la population générale, 87%,
mais également aux habitants des territoires ruraux, à 89%. Et vous voyez que les écarts, même dans le sous-total, entre le oui tout à fait et le oui plutôt, sont assez faibles. Donc cette idée qui n'allait pas forcément de soi il y a encore 25 ou 30 ans, bien, a fait son chemin. Alors il faudrait sans doute aussi la préciser, la relativiser par certains aspects, mais on voit que le diagnostic a mûri. Deuxième question, l'école joue-t-elle un rôle important, peut-elle jouer un rôle important dans la réduction de l'isolement des territoires ruraux? Là aussi, le consensus existe entre nos deux publics, et une nouvelle fois avec des scores qui sont massifs, à plus de 80%, 84% pour le grand public et 86% par les ruraux. Donc si le diagnostic existe sur cette fracture territoriale, dans une conception très française des services publics, eh bien, l'école doit être au centre de la résorption ou de la tentative de résorption de ces fractures. Et dans nos imaginaires collectifs, tout ça renvoie aussi à la présence, à côté du bureau de poste, de l'école communale qui a maillé historiquement notre territoire. Et donc c'est à tout ça que font référence les Français quand ils se prononcent sur cette question. Si on rentre un peu plus dans le questionnement et qu'on interroge nos Français et plus spécifiquement les ruraux sur les réformes prioritaires pour améliorer l'accompagnement pédagogique dans les zones rurales, on a des réponses qui vont être, là encore une fois, identiques dans nos deux publics. Mais non seulement ces réponses sont identiques entre nos deux publics, mais on aurait globalement les mêmes réponses si on avait parlé de l'école en général. À savoir, première réponse, réduire les effectifs par classe, et quasiment au même niveau, repenser les programmes et le temps scolaire. Alors, ça tombe bien, il y a en ce moment des gros travaux sur le temps scolaire. Viennent ensuite d'autres sujets, j'allais dire plus innovants dans le débat, et qui vont être davantage portés par les spécialistes. Le grand public, là qu'on a posé un peu en situation d'expert, est en capacité de nous, j'allais dire, restituer des grands sujets qui sont depuis longtemps dans le débat, à savoir les effectifs par classe et les temps scolaires. Mais il y a quand même des scores non négligeables sur le développement du soutien scolaire et les aides individualisées, le lien entre les écoles et les acteurs locaux, et donc Excellence Ruralité fera part de son expérience en la matière, donc c'est cité aussi. Mais on évoque également la redéfinition de la mission des enseignants en milieu rural, et puis plus marginalement la révision de la carte scolaire, et puis la question du numérique, alors même que l'IA et autres aujourd'hui se développent à vitesse grand V. Donc on peut avoir des réponses qui peuvent paraître parfois un peu datées, mais ayant en tête que le grand public n'est pas forcément spécialiste de ces questions. J'insiste aussi sur la réduction des effectifs par classe, parce que historiquement, il y avait assez peu de jeux en la matière, encore qu'on pouvait débattre, mais là, aujourd'hui, il faut intégrer la démographie, qui est quand même une donnée majeure, et entre 2010 et aujourd'hui, nous avons perdu à peu près 1/5 des naissances en France. Et donc, du coup, par voie de propagation, si je puis dire, tout ça va très très vite, ou d'ores et déjà, influer sur les choix que l'éducation nationale et la société vont devoir faire en termes d'effectifs à la fois d'élèves, mais aussi d'enseignants, avec une nouvelle donne qui est quand même démographiquement inédite. Encore une fois, c'est une baisse qui est tout à fait substantielle. Et donc, comment on répercute ça, notamment dans les territoires ruraux, en disant, justement, profitons-en pour, pas uniquement peut-être réduire le nombre de postes d'enseignants de manière mathématique et cartésienne, mais peut-être de repenser nos dispositifs. Qui serait le principal responsable de l'évolution de notre système éducatif en zone rurale? Là encore, on a une vision qui est très classique et qui est partagée, très consensuelle, c'est l'éducation nationale. Alors ça, c'est assez normal, me direz-vous, mais on voit que les élus locaux, les citoyens ou autres sont assez peu cités, donc on reste sur une vision qui est quand même assez centralisée, assez jacobine des choses, à la fois dans le grand public et pour les habitants des territoires ruraux. Dernière question, qui revient un peu à la question du début, et qui porte cette fois plus spécifiquement sur les élèves qui sont en difficulté. Et donc, vous savez qu'on a parfois mis en concurrence les habitants des quartiers populaires avec les habitants des zones rurales. On a un consensus, une nouvelle fois, entre le grand public et les ruraux pour considérer que les moyens actuellement déployés sont plus importants dans les grandes villes, donc en direction de ce type de quartier. C'est à peu près 6 personnes sur 10 qui font ce diagnostic-là.
un gros quart qui pense que les efforts sont globalement bien répartis, et seulement une petite minorité qui considère que les efforts sont déployés prioritairement en direction des élèves en difficulté résidant dans les zones rurales et les petites villes. Donc là aussi, il y a sans doute un certain nombre de choses à faire. Mais donc l'idée importante à retenir, c'est qu'il y a un consensus en termes de diagnostic entre tous nos publics, ce qui peut constituer une bonne base de départ pour nos échanges et puis pour bâtir des solutions innovantes et peut-être, espérons-le, de nouvelles politiques publiques. Merci à vous. Merci beaucoup Jérôme Fourquet pour la présentation de cette étude. Donc oui, en effet, le constat est là, la fracture éducative entre les zones rurales et les zones urbaines sont réelles, sont constatées, sont également ressenties, on le voit très bien dans cette étude laquelle vous venez d'expliciter. Delphine Lingemann, vous êtes, élue depuis 2022 en tant que députée dans le Puy-de-Dôme, une zone très rurale. Ce constat au quotidien, vous qui êtes en plus engagé dans l'éducation, dans l'engagement éducatif, comment le voyez-vous, comment le percevez-vous au quotidien ? Alors, déjà, moi, je suis issue de la ruralité. J'ai grandi dans un village de 300 habitants. J'ai été dans l'école communale et la chance que j'ai eue par rapport à ce déterminisme territorial, c'est que je suis issue d'une famille d'enseignants. Mes parents sont enseignants. Et c'est vrai que j'ai vu que ma trajectoire, finalement, professionnelle n'était pas celle de mes camarades d'école communale. Donc parce que j'avais accès à la culture, parce que j'avais un champ des possibles qui était ouvert par rapport à mes petits camarades dont les parents étaient agriculteurs ou tout simplement ouvriers. Et je pense que ce déterminisme social, il est lié au déterminisme territorial, il est lié aussi au déterminisme social, parce que dans la ruralité, on sait très bien que, il y a eu plusieurs études, que les parents des enfants, des jeunes ruraux, ont fait moitié moins d'études dans le supérieur que les parents de jeunes urbains. Alors oui, cette trajectoire m'a conduite aussi à l'étranger, mais quand je suis revenue en Auvergne, j'ai décidé d'être enseignante, effectivement, et je suis toujours enseignante à l'université, dans une école d'ingénieurs à Clermont-Ferrand, et c'est vrai que je constate, à travers mon métier d'enseignant et mon mandat de député, qu'il y a une inégalité finalement des chances entre les jeunes qui grandissent dans des métropoles, et puis ou dans des grandes villes ou dans des zones périurbaines, et puis des jeunes qui viennent de la campagne, comme on dit. J'avais inauguré dans une petite école, celle de Saint-Étienne-sur-Usson, où a été tourné le documentaire Être et avoir, que vous connaissez sans doute, qui est justement sur mon territoire. Et là, qu'est-ce que je suis tombée, c'était une des premières inaugurations que je faisais, sur un de mes anciens étudiants. Et il m'a dit, Madame Lingemann, il faut que vous vous attaquiez à ce problème-là. Je sais que vous êtes sensible à cette problématique-là. Et donc, depuis, j'ai créé un petit groupe de travail avec des anciens élèves, avec des enseignants, avec des élus locaux, parce que je pense qu'il y a une continuité. Il faut que les élus locaux soient aussi associés à cette démarche. Et c'est vrai que moi dans mon expérience à la fois professionnelle, à la fois personnelle, je me rends compte qu'on a vraiment des grandes marges de manœuvre encore. On a des lieux, on reviendra peut-être sur les leviers d'action, mais dans l'école d'ingénieurs où on a des cordées de la réussite, on a des choses qui marchent, et qu'il faut encore plus développer pour pouvoir permettre justement à ces jeunes de ne pas s'auto-censurer, premièrement, c'est la première des choses, et puis de leur permettre de voir autre chose, de découvrir des métiers. Et je pense qu'il faut, on a avec France Ruralité essayer d'aller vers, et il faut continuer d'aller vers ces jeunes, de ne pas les laisser livrés à eux-mêmes, livrés dans leur environnement qui est parfois assez étroit, faute de mobilité aussi. Il y a une problématique de mobilité en lien avec la ruralité et les jeunes ruraux, et donc il faut aller vers. Il ne faut pas attendre systématiquement leur dire venez dans nos métropoles, mais je pense qu'il y a
plein d'initiatives, et je pense qu'on y viendra après, Ouais, on en reviendra. sur aller vers ces jeunes, aller les chercher et leur montrer qu'il y a un champ des possibles qui s'ouvre à eux aussi. Oui, merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est exactement ce constat-là aussi, Jean-Baptiste, qui vous a motivé à créer Excellence Ruralité. Donc si on s'intéresse au constat qui a été développé lors de cette étude, c'est vous, lorsque vous avez dit ça, vous êtes dit, un peu avant 2017, moment où vous avez créé Excellence Ruralité, il faut passer du constat légèrement à l'action. Mais est-ce que vous pouvez d'abord expliciter ce constat que vous avez fait, vous, dans ces zones rurales ? Oui, tout à fait. Moi, je suis très intéressé par ce sondage et notamment le dernier chiffre sur la perception des moyens accordés aux zones rurales. En fait, donc, je me suis installé en 2017 dans l'Aisne, dans un petit village, une petite ville de 3000 habitants qui s'appelle Laffère. Vous avez 40% de chômage des jeunes, 37% de jeunes non insérés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les NEET. Et j'avoue qu'en arrivant là-bas, j'ai été très frappé par l'ampleur des difficultés scolaires, sociales auxquelles étaient confrontés nos élèves. On en entendait assez peu parler à l'extérieur. Moi, ce qui m'avait amené à agir pour créer ce collège pilote, qui est devenu aussi une école primaire pour prévenir le décrochage scolaire des jeunes ruraux, c'est que au-delà je veux dire, des rencontres que j'ai faites et puis des volontés de me mettre au service de cette jeunesse-là, j'avais trouvé une statistique à cette époque-là. Il n'y en avait pas beaucoup justement sur la dimension éducative de la fracture territoriale. Et il y avait une statistique qui était intéressante, qui était celle de la Journée défense et citoyenneté, qui montrait que 9 des 10 départements les plus touchés par le décrochage scolaire sont des départements ruraux, et que l'Aisne était parmi les plus touchés, le plus touché, avec 17,8% de jeunes en difficulté de lecture à 15 ans. Et cette statistique était de 11% en Seine-Saint-Denis et de 5% à Paris. Donc ça m'avait poussé à l'action, mais c'est vrai que j'ai dû ensuite pouvoir expliquer le sens de notre démarche. Et pour pouvoir lever des fonds notamment, il fallait objectiver non seulement nos résultats, mais aussi la cause qu'on servait, si vous voulez, et le fait qu'il y avait une problématique globale et que ce n'était pas juste je dirais des résultats particulièrement difficiles dans un espace donné. Et donc je me suis beaucoup intéressé à cette question de la fracture éducative, les difficultés scolaires dans les territoires ruraux, et souvent revenait l'idée que l'école rurale va bien, au fond. L'école rurale va bien, les difficultés, ce sont essentiellement des difficultés d'orientation. Et puis je suis tombé sur un rapport qui avait été commandé par Jean-Michel Blanquer à Azéma et Mathieu sur les territoires de réussite, qui documente notamment que dans les petites villes, les bourgs et les petites villes, donc les territoires de 2 à 10 000 habitants, grosso modo, il y a des difficultés scolaires spécifiques, structurelles, très, très prégnantes. Et puis, en creusant encore, on voit que, par exemple, il y a aussi un rapport de la DEP en 2020 qui montre que les résultats au brevet, pareil, vous avez toutes les typologies de communes qui sont à peu près sur le même axe, et les petites villes qui s'effondrent sur les 10 dernières années. Et nous, on a fait ces calculs-là aussi avec Excellence Ruralité, à partir des résultats aux évaluations nationales d'entrée en 6e, où vous voyez que vous avez des résultats scolaires très inférieurs dans les bourgs et les petites villes. Donc en fait, il y a un impensé de nos politiques éducatives qui sont ces petites villes. Et du coup, si on considère la ruralité comme... si on la réduit à sa part, la portion la plus congrue et uniquement aux territoires ruraux, je dirais, à très faible densité, éloignés, oui, on peut dire que l'école rurale va bien, mais si on a une conception un peu plus large, comme nous l'avons avec Salomé Berliot de Rura, qui est de dire la ruralité, en fait, c'est à la fois les territoires ruraux enclavés, mais aussi les bourgs et les petites villes, c'est-à-dire un tiers, grosso modo, de la jeunesse de France, alors on arrive à un constat de difficultés sociales et scolaires structurelles dans les petites villes. Et si vous ajoutez à ça les statistiques ou les niveaux d'accès à l'école, d'accès physique à l'école avec les fermetures de classes, parce qu'on l'a rapidement évoqué, on en reparlera sans doute, mais il y a aujourd'hui, avec les fermetures de classes, des distances qui s'allongent pour accéder à l'école dans certains territoires ruraux qui font que les enfants ne sont pas sur un pied d'égalité. Quand vous mettez 1 heure pour aller à l'école, vous n'êtes pas sur un pied d'égalité avec ceux qui mettent qu'un quart d'heure pour y aller. Donc dans l'accès aux services publics, dans l'orientation, on en a parlé bien sûr,
dans aussi les taux de décrochage scolaire, puisque 9 des 10 départements les plus touchés par les difficultés de lecture à 15 ans sont des départements ruraux, mais 8 des 10 départements les plus touchés par le décrochage scolaire, par les jeunes non insérés, sont aussi des départements ruraux. Donc en fait, tout cela dessine une fracture éducative qui se superpose à la fracture territoriale et qui est assez peu médiatisée, puisqu'on a beaucoup concentré, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il y avait d'importants besoins, notre regard dans les zones urbaines, mais il me semble qu'il est temps aussi d'ouvrir les yeux sur cette réalité qui appelle des actions déterminées et efficaces. Oui, puis on voit que ce constat, en plus, ne vient pas seulement des élèves, pas seulement des familles, mais également des enseignants eux-mêmes, spécifiquement dans les zones rurales. Et ça, je sais que Florence Rizzo, avec Écoluma, vous êtes en première ligne avec ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous partager ce constat par les enseignants eux-mêmes au sein de ces territoires ruraux ? Oui, alors 2 mots sur Écoluma. Donc, c'est une association que j'ai créée il y a 13 ans et qui a pour vocation à soutenir le système éducatif en accompagnant les hommes et les femmes qui sont aux côtés des enfants au quotidien, que sont les enseignants et les chefs d'établissement. On a 2 plateformes digitales, êtreprof.fr, sur laquelle il y a un peu plus de 200 000 enseignants aujourd'hui, et on a ouvert êtreprof.be la dernière rentrée scolaire. De la maternelle au lycée, en passant par les lycées professionnels, donc tout le spectre de l'enseignement scolaire, sur tous les territoires de France et ultramarins. Et la même chose pour les chefs d'établissement, ça s'appelle ManageEduc et ça nous permet d'accompagner en fait les chefs d'établissement sur tous les territoires, et c'est à peu près un quart des chefs d'établissement scolaires français qui sont sur cette plateforme. Donc voilà, la mission d'Écoluma, c'est d'être effectivement derrière ces enseignants et ces chefs d'établissement, mais aussi de faire de la recherche, et on pourrait y revenir sur les grands défis de l'école d'aujourd'hui, que ce soit la question de l'intelligence artificielle, de l'école inclusive, et donc on interroge les perceptions et les pratiques pédagogiques des enseignants français. Sur les enseignants, effectivement, nous, quand on les accompagne, on voit une surreprésentation, je dirais, de l'usage de nos outils dans les zones éloignées, donc que ce soit les zones rurales, les territoires ultramarins, parce que ce sont des endroits où il y a moins d'offres d'accompagnement, de formation, et donc le digital, évidemment, peut être un moyen de rejoindre en fait les enseignants et les populations sur ces territoires-là. Ce qui est remonté, c'est en partie effectivement un manque d'ambition de la part des élèves, parce que derrière il y a la question des rôles modèles. Vous le disiez en introduction, moi j'ai grandi dans un petit village de l'Est de la France, mes parents n'avaient pas le bac, ils croyaient dans l'école de la République. Voilà, j'ai eu la chance d'être bon élève et de faire Sciences Po, l'ESSEC, etc. Et sur les bancs de ces grandes écoles, de voir à quel point il y a une immense reproduction des inégalités, c'est-à-dire que il y a eu une phase en fait par le concours de démocratisation de l'accès, on en parlait en aparté, à l'enseignement scolaire et aux études supérieures. Et maintenant, je dirais qu'on est en train de revenir en arrière. Il y avait alors c'était dans un autre journal, Les Échos, mais un graphique qui montrait en fait qu'on a 300 fois plus de chances de faire l'ENA si son père est énarque, à peu près la même chose pour Polytechnique. Et donc il y a une reproduction des élites qui crée une déconnexion en fait entre les élites parisiennes plutôt très éduquées et le reste de la France. Et donc ce manque d'ambition, concrètement, il est ressenti et perçu par les enseignants. Il s'incarne dans le fait qu'effectivement, on n'a pas forcément de rôle modèle. Alors, Rura essaye d'y travailler pour montrer qu'on peut venir d'un quartier, d'un village et être pas trop con et s'en sortir, pour le dire un peu brutalement. Donc voilà, il y a un sujet de rôle modèle pour se projeter en fait et avoir de l'ambition. Moi, je me souviens, les conseillères d'orientation, elles savaient pas forcément nous orienter, et mes parents ne pouvaient pas le faire, donc c'est des copains qui m'ont dit ah tiens, je vais faire prépa. Ah bon, c'est quoi prépa? Donc voilà, c'est vraiment de l'orientation à la petite semaine.
Et après, il y a un sujet de mobilité, on en a parlé un petit peu, mais évidemment, pour aller à l'école quand on est dans un petit village, on va devoir prendre le bus très tôt. Et donc, ce que montre là la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant et ce qui fait écho à un certain nombre de demandes en fait, issues du terrain, c'est peut-être de dire il faut peut-être décaler un tout petit peu la journée, non pas parce qu'on est des feignasses en monde rural, mais que, effectivement, quand il nous faut 1 heure, 1 heure et demie pour prendre le bus et accéder à l'école, bah, ça fait se lever très tôt et donc c'est tout une organisation, une logistique qui est tout à fait différente que d'avoir effectivement l'école en bas de chez soi et d'y aller à pied en 5 minutes. Donc il y a un sujet je dirais d'organisation du temps scolaire qui est lié à une question de mobilité, et puis après il y a la question de la mobilité pour aller chercher l'accès aux études supérieures, et évidemment là ça pose tout un tas de questions de logement, qui sont des questions associées au fait de faire des études, mais qui ne sont pas du tout neutres. Quand on vient d'un petit village, il faut aller à la grande ville, voire à la ville d'après, et donc ça suppose de financer des logements, et donc c'est toute une économie en fait qui est pas évidente. Donc ce que remontent les enseignants, c'est ces questions d'ambition, d'accès, de mobilité et d'accès en fait aux études, et après toute la question de l'accès à la culture, aux stages, aux options, à toute cette diversité d'offres en fait qui va permettre d'ouvrir les représentations, d'ouvrir le champ des possibles. Et donc là évidemment il y a un enjeu de politique publique de permettre en fait l'accès à la culture aux jeunes ruraux. Mes enfants sont scolarisés aujourd'hui en éducation prioritaire, mais à Paris, et c'est hallucinant le différentiel d'offres évidemment culturelles entre les petits villages et même les zones d'éducation prioritaire dans une ville comme Paris. Et c'est justement, c'est intéressant parce qu'après le constat vient ce constat est partagé depuis, je pense, de nombreuses années. Les études s'agglutinent, s'agrègent, et c'est vrai que le constat continue année après année. Des politiques sont actuellement mises en place. Il y a eu des rationalisations pour essayer d'empêcher des fermetures de classes ou autres. Et pour vous, Florence Rizzo, justement, est-ce que actuellement les politiques actuelles que vous voyez pour les professeurs autres sont... Est-ce que vous pouvez déjà un peu les détailler? Peut-être on aura l'occasion ensuite avec vous, Delphine, également. Et pour vous, sont-elles suffisantes? Que manque-t-il pour ces zones rurales? Alors, effectivement, j'ai regardé les chiffres. Donc, 1833, la loi imposait une école pour 500 habitants. Donc, ça, c'est intéressant de l'avoir en tête. Depuis 1982, il y a 17 000 écoles qui ont fermé. Donc, ça, c'est une réalité. Et effectivement, il y a une logique de rationalisation des financements qu'on peut comprendre. Mais avec ce que vous disiez, c'est-à-dire, soit on le voit dans une logique d'optimisation, c'est-à-dire on va couper le nombre de classes, fermer des écoles, soit on se dit que la baisse démographique et l'organisation différente des populations, où on a basculé, il y a plus de 50% maintenant de la population qui habite dans les villes. Je crois que le seuil, on l'a passé il y a quelques années. Ça dépend quelle taille de ville Oui. on dessine, mais oui, ça fait... La fin de l'exode rural, c'est les années 60. Et la France est devenue majoritairement urbaine à partir de ce moment-là. Avec aussi ce qu'on disait tout à l'heure, attention aux images d'Épinal, c'est pas uniquement l'école avec au pied du clocher, il y a aussi les chefs-lieux de canton, des petites sous-préfectures qui peuvent être intégrées dans alors qui seraient au sens de l'INSEE des zones urbaines, mais qui culturellement sont aussi aujourd'hui rattachées aux problématiques qu'on décrit maintenant. Oui. Et en fait, ce qui a été mis en place récemment, donc il y a les territoires éducatifs ruraux, donc avec quand même cet objectif d'atteindre 300 territoires d'ici 2027. Donc c'est une initiative qui est intéressante en tout cas la prise de conscience de la nécessité d'investir davantage sur ces territoires. Il y a tout un travail de la NCT aussi sur ces questions. NCT, vous pouvez détailler l'acronyme? L'Agence nationale de la coopération territoriale, qui permet
cohésion territoriale, pardon, qui permet justement de soutenir la cohésion dans les territoires. Et puis, il y a toute l'approche aussi des lycées des métiers que je trouve intéressante. Il y a près de 800 lycées des métiers qui permettent de travailler sur les filières agriculture, les filières bois, et donc de penser un label d'excellence pour des lycées professionnels dans les territoires, connectés en fait aux besoins du territoire et aux industries présentes sur les territoires. Donc ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens. Et dans les initiatives qui m'ont intéressée aussi ces dernières années, il y a l'école de Trébédan, qui est une petite école publique en Bretagne, qui s'appelle le Blé en Herbe, et qui a insufflé une nouvelle dynamique dans le territoire. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'une école innovante, avec un vrai projet pédagogique, peut être effectivement un levier d'exode urbain, finalement. Donc de donner envie à des urbains de retourner en zone rurale, parce qu'il y a une attractivité qui est recréée grâce à une école inspirante en fait, qui donne envie d'y scolariser ses enfants. Donc voilà des exemples en fait, de ce que j'ai pu voir ces dernières années. Et c'est d'ailleurs ce que vous évoquez aussi dans votre introduction, via France Ruralité et autres. Vous les voyez aussi, vous, ces dispositifs actuels spécifiques pour ces zones rurales? Est-ce que vous pouvez un peu les étayer, nous en expliquer? Alors, déjà, on ne parle plus du ministère d'aménagement du territoire, on parle du ministère de la cohésion des territoires, et c'est quand même quelque chose qui marque un changement d'orientation des politiques publiques, c'est-à-dire que c'est plus Paris qui descend aménager les territoires, mais ce sont des politiques publiques qui essaient de réduire cette fracture territoriale. Il y a l'agenda rural qui a eu lieu, qui a été, il y a plus de 90% des 181 mesures de l'agenda rural qui sont déjà déployées. Et puis, il y a effectivement France Ruralité. Donc, France Ruralité, c'est vrai que c'est un grand dispositif qui s'attaque à tous les angles morts de la ruralité, dont l'égalité des chances et l'éducation. Alors, c'est vrai qu'il y a les territoires éducatifs ruraux qui ont été mis en œuvre avec un véritable succès. Il y a à peu près 1900 territoires qui sont aujourd'hui concernés par les TER. Moi, je suis en train d'en monter un entre Issoire et Ambert, donc en plein cœur du Livradois, sur un petit collège qui va essayer de tirer toutes les écoles rurales autour et de travailler en coopération avec le lycée de la ville d'à côté. Et là, vous pouvez nous illustrer concrètement ce que ça va apporter? Très concrètement, il va y avoir des trajectoires élève par élève pour les réorienter avec les lycées, pour que les lycées viennent les encorder, les chercher, leur présenter les métiers. Il va y avoir, c'est une synergie de tous les acteurs locaux, tous les acteurs éducatifs, mais aussi les élus et notamment la région qui est en charge des politiques d'orientation, mais aussi des politiques de mobilité. Voilà. Donc c'est vraiment créer des synergies autour de ces élèves qui sont on va dire à une heure et demie de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, pour des Parisiens, c'est déjà le fin fond de la campagne, mais pour eux, c'est la grande ville. Voilà. Moi, quand j'ai accueilli des encordés d'un lycée du Cantal, certains n'étaient jamais venus à Clermont-Ferrand, certains n'avaient jamais vu un tram, n'était jamais rentré dans un amphithéâtre. Donc, quand on voit, quand on le vit, moi je le vis, et quand on le vit, on se dit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a également les internats d'excellence, et je trouve que les internats d'excellence, c'est un dispositif qui est extraordinaire, qui divise par deux le décrochage scolaire. On s'aperçoit que les élèves internes dans ces internats d'excellence réussissent bien mieux. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est le taux de réussite au bac, il est supérieur de 5 à 10 points par rapport aux autres élèves du même territoire. Donc c'est un dispositif qui marche. Il y a également, et moi en tant qu'enseignante dans le supérieur, j'y suis attentive, des campus délocalisés. C'est-à-dire que les universités créent des antennes universitaires délocalisées dans des territoires isolés. Je reprends l'exemple de l'Auvergne. Sur l'académie de Clermont-Ferrand, il y a l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire, donc des territoires
très ruraux. Il y a des campus maintenant à Aurillac, il y a des campus au Puy, il y a des campus à Vichy. Et c'est vrai que les élèves, et avec ce qu'on a fait passer récemment sur la première année de médecine, où il va y avoir d'ici 2027 une généralisation de la possibilité de faire des premières années de médecine en réponse justement à la désertification. Moi, je suis ravie que la désertification médicale apporte des solutions à la désertification éducative, hein, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer avec ces premières années de médecine, où on va pouvoir les faire dans des campus décentralisés. Donc des jeunes qui n'oseront pas aller à la grande ville pour faire des études de médecine pourront essayer et sans doute pour la plupart réussir à mener des belles études, parce qu'effectivement quand on va étudier, quand on est issu de la ruralité, il y a des freins à la fois financiers, des freins en termes de mobilité. Moi je voudrais que les bourses par exemple prennent en compte un critère de résidence des jeunes, qu'il y ait des logements universitaires qui soient réservés à des élèves issus de la ruralité. Enfin, il y a plein de dispositifs. J'ai déposé 2 propositions de loi justement pour accompagner ces jeunes ruraux vers la réussite. Et je voudrais reparler d'une chose, c'est-à-dire les fermetures de classes. Vous l'avez dit, il y a une nouvelle donne démographique. Je fais partie d'une mission d'information actuellement sur la baisse de la natalité. Quelles sont les réponses à apporter à cette baisse de la natalité en France ? Alors, soit on considère que c'est une trajectoire statistique qu'il va falloir suivre, soit on considère qu'il faut qu'on en profite pendant quelques années. On ne pourra pas le faire. Pardon, je suis désolée, j'ai pris froid dans le Puy-de-Dôme tout le week-end. On pourra pas le faire. Comment dire, sur 5 ans, si ça qu'on dit sur 10 ans, c'est pas possible. Par contre, profitons de ces 2, 3, peut-être 5 années à venir où il y a une baisse des effectifs des enfants qui arrivent par ricochet justement dans les écoles, pour pouvoir redonner aux enseignants des meilleures conditions de travail et aux élèves des meilleures conditions d'apprentissage. Moi, j'ai déposé des amendements, en fait, contre la suppression des postes d'enseignants. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que dans ces fermetures de classe, j'avais emmené, moi, Dominique Faure, qui est l'ancienne ministre de la Ruralité, toujours dans cette petite école de Saint-Étienne-sur-Russon à être et à voir. Donc déjà, pour y monter, il faut... Voilà. Enfin, on a mis 1 heure, un peu plus d'1 heure de Clermont pour y aller. Donc voilà. Et quand elle est venue, elle me dit, bon, si cette école ferme, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Et concrètement, les enfants, il y a un frère qui était obligé d'aller dans la même famille, un frère qui partait à telle heure d'un côté du Livradois, l'autre qui descendait. En termes d'organisation, c'était pas possible. Vous parliez des temps de trajet. Moi, quand j'étais au collège et au lycée, j'avais 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir. C'était les bus. Et puis dans le bus, qu'est-ce qu'on faisait ? On sortait nos bouquins pour essayer de commencer à travailler. Voilà, enfin, c'était ce qu'on faisait. La plupart d'entre nous, pas tous, mais la plupart faisaient ça. Et c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on donne plus de visibilité finalement à ces fermetures de classes. Il y a des choses qui ont été faites, hein, notamment la nécessité d'associer les élus locaux. Moi, le premier mois après mon élection, j'ai inauguré une école en juillet. Une nouvelle école. Septembre, fin août, la maire m'appelle, me dit, mais on a une fermeture de classe. 3 classes, une école nouvelle inaugurée. 3 classes, il y en avait une des 3 qui fermait. Donc l'État, moi je ne supporte pas ça. On ne peut pas injecter de l'argent public dans la construction d'une école et la fermer, ou fermer une classe un mois ou 2 mois après. C'est pas possible. Oui, d'accord. Il y a un problème d'efficience des dépenses publiques, en l'occurrence. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a ce choix, en fait, c'est un choix politique qui sera budgétaire, qu'on a évoqué, qui sera là un choix. Est-ce qu'on se sert de cette déprise démographique pour garder le même nombre d'enseignants et donc valoriser le nombre d'élèves par enseignant ? Après, en attendant ce choix politique qui est reporté toujours sine die, et vous avez aussi, vous, Jean-Baptiste, fait quelque chose d'autre dans l'action concrète, c'est de dire il y a des territoires où il est très difficile pour les politiques publiques de continuer à créer, ou en tout cas à maintenir des classes. Donc vous avez pris le pari de créer
directement des écoles via Excellence Priorité. Vous pouvez peut-être nous parler de ces actions concrètes que vous avez décidé de mettre en place, qui sont en fait en lien avec l'éducation nationale, en complétude. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ? Oui, tout à fait. Simplement, pour rebondir sur cette question de fermeture de classe, je ne pense même pas qu'il faille... bien sûr, il faut... la logique, ça n'est pas de fermer des classes, mais je ne pense même pas qu'il faille se dire profitons de cette déprise démographique pour réduire le nombre d'élèves par classe, parce qu'on raisonne encore, à mon avis, en termes d'élèves par classe, et à mon avis, ce n'est pas le bon ratio. Il y a un autre sujet, à mon avis, qui devrait nous guider dans cette réflexion sur le maillage scolaire, en réalité, c'est de se dire quel est le temps de trajet maximum qu'on veut qu'un enfant fasse en France pour étudier dans de bonnes conditions, et mailler le territoire en fonction de ça. Parce que si on raisonne uniquement en termes d'élèves par classe, on va en permanence continuer dans une fuite en avant, et ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de se dire, est-ce que c'est normal de faire 1 heure de trajet le matin quand vous êtes un élève d'école primaire pour aller à l'école ? Non, bon, fine, on met une école à distance de peut-être, disons, 20 minutes porte à porte sur tout le territoire, et c'est un investissement qu'on doit pouvoir faire. Encore une fois, Florence Rizzo soulignait qu'autrefois, il était imposé aux communes de plus de 500 habitants, de 500 et plus, d'avoir et d'entretenir une école primaire. Eh bien, c'est un choix politique. On doit, et je crois que s'il y a un choix à faire en termes de maillage territorial, en termes de dynamisme économique des territoires et en termes de qualité d'apprentissage pour nos enfants, il se pose là, et ça devrait être, à mon sens, une priorité. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, oui, donc on a créé des établissements associatifs pour prévenir et lutter contre le décrochage scolaire dans les territoires ruraux. On n'intervient pas dans les communes de moins de 500 habitants, vous savez, les communes où les écoles publiques ont fermé. Notre objectif, c'est vraiment d'offrir les meilleurs outils pédagogiques aux enfants qui en ont le plus besoin, donc dans des territoires où il y a des très forts taux de décrochage scolaire. Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup plus dans les petites villes dont on parlait tout à l'heure, autour de 3000 habitants, que dans des communes touchées par la désertification scolaire. Et cette action sur en fait, les résultats scolaires plus que sur la présence scolaire, elle nous amène aussi à une réflexion sur l'allocation des moyens en matière de prévention du décrochage scolaire, puisque on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, à niveau de scolaire identique, à niveau de difficulté scolaire identique aux évaluations nationales d'entrée en 6e, vous avez 3 fois moins de chances, quand vous êtes un jeune rural, de bénéficier des moyens de l'éducation prioritaire qu'un jeune urbain. Je le disais tout à l'heure, bien sûr, il y a des urgences en zone urbaine, et c'est tout à fait normal qu'on ait mis un certain nombre de moyens là-bas, mais on a complètement laissé filer un certain nombre d'urgences dans les zones rurales. Et concrètement, comment ça se fait ? C'est qu'il est un des critères de l'éducation prioritaire, de l'affectation des moyens de l'éducation prioritaire, qui est l'appartenance à un QPV. Donc grosso modo, donc un quartier de la politique de la ville, c'est-à-dire un ensemble urbain de 1000 habitants, un quartier de 1000 habitants dans un ensemble urbain d'au moins 10 000 habitants. Dans l'Aisne, des ensembles urbains de 10 000 habitants, il y en a 6. Vous voyez. Donc il y a cette rupture d'égalité qui se fait structurellement, et qui, à mon avis, ne devrait pas pouvoir durer. Il faut revoir notre politique d'éducation prioritaire. Il faut, à mon avis, la baser sur la question des résultats scolaires, qui est bien plus juste et qui mette tous les enfants sur un pied d'égalité. Je ne crois pas que les jeunes ruraux demandent des politiques particulières. Je ne crois pas que la ruralité demande des traitements de faveur. Mais l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on permet à tous les enfants de France d'être sur un pied d'égalité et d'affecter les moyens de l'école là où l'école dysfonctionne, en tout cas où l'école en a besoin. Donc il y a un vrai sujet, à mon avis, de ce côté-là, c'est-à-dire concrètement, aujourd'hui, ces enfants-là sont un peu exclus des réponses institutionnelles, de la même manière qu'ils sont exclus d'une autre solution pédagogique qui est l'accès à l'école privée, puisque, vous savez, dans bien des cas, et il ne s'agit pas de choisir entre le public et le privé, mais pour beaucoup de parents, c'est parfois une solution, quand l'enfant ne se porte pas bien scolairement dans un établissement, d'aller le placer dans un établissement privé. Aujourd'hui, en dehors de l'ouest de la France, où vous avez un très fort maillage, pour des raisons historiques, de l'enseignement privé sous contrat catholique, en dehors de ces territoires donc, de l'est de la France, vous avez 2 fois moins de chances d'accéder à des écoles privées quand vous êtes en zone rurale et dans la France périphérique que quand vous habitez dans une métropole. Donc il y a la limitation en fait, de la capacité du privé à créer des établissements
induit en fait sa concentration dans les métropoles, là où il y a une forte demande de CSP+, d'où comment dire, la concentration sociologique qu'il peut y avoir dans un certain nombre d'établissements privés. Mais donc, il y a un vrai enjeu, à mon avis, de libérer un certain nombre d'énergie, d'ouvrir un certain nombre de dossiers pour mettre tous les enfants sur un pied d'égalité, de favoriser le fait que les enfants de France puissent bénéficier, grosso modo, des mêmes politiques publiques, des mêmes moyens, où qu'ils soient. Oui, parce que c'est vrai que Jérôme Fourquet, c'est ce qui était révélé dans l'étude, c'est qu'en fait, les attentes des Français, en fait, même dans ces zones rurales, restent assez classiques. Et il y a vraiment en fait cette attente de la part de l'éducation nationale, d'une réponse un peu, on va dire, centralisée. Pour vous, est-ce que ça vous étonne, cette spécificité ? Alors, non, c'est pas forcément très étonnant. D'abord parce que on n'est pas forcément face à des spécialistes des questions éducatives. Là, vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets-là, et donc le grand public qu'on va interroger, y compris en zone rurale, va nous parler voilà, des solutions dont il a déjà entendu parler, le nombre d'élèves par classe, les temps scolaires, etc. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième élément de réponse, c'est qu'il y a quand même, et c'est heureux, on voit ce substrat républicain qui continue de se manifester en disant l'école, ça s'appelle l'éducation nationale, éducation nationale. Et donc c'est l'école de la République qui doit normalement, sur le papier, offrir les mêmes chances à tous les enfants. Et donc ces habitants de ces territoires ruraux, mais même les urbains, disent on ne demande pas du bonus, on demande juste qu'ils soient traités sur le même pied d'égalité. Donc c'est ça, à mon avis, qui préside au fait qu'on a une convergence des réponses. Peut-être deux éléments à rajouter au débat. Vous avez parlé des rôles modèles. Donc, je ne sais pas si c'est le terme français, je ne sais pas. Mais donc, derrière tout ça, se pose aussi la question de comment on arrive à hybrider davantage cette école de la République et l'éducation nationale qui est encore très jacobine et très étatiste, avec des initiatives locales pour faire rentrer dans le parcours des enfants des gens qui ne viennent pas de l'école, mais qui sont soit des anciens élèves de ces régions-là qui sont partis à la grande ville ou ailleurs encore, soit des gens qui exercent un certain nombre de métiers qui sont peu connus mais qui sont présents sur ces territoires, soit des gens qui appartiennent au monde de la culture, et comment, quelque part, on ouvre les fenêtres davantage qu'on ne le fait aujourd'hui, et en ayant en tête que l'école à elle seule ne peut pas tout, et que, on le voyait, il y a quand même 30% des répondants qui nous disent qu'il faut qu'il y ait davantage d'interaction entre l'école et les acteurs locaux. Alors, vous citiez aussi les collectivités locales. Vous voyez, on est complètement en silo en France. Donc l'école est ouverte, et puis le rectorat dit au fait, vous n'avez même pas commencé, qu'on vous ferme déjà une classe. Donc on dit mais comment ça peut se faire, ce genre de choses. Et puis le deuxième élément qui m'a beaucoup interpellé, c'est ce que vous disiez parce que c'est pas nouveau tout ça, sauf que ça se dégrade. Et comment se fait-il que ça se dégrade ? Bien, moi je pense qu'un des éléments, notamment dans ces petites villes, qui alimente cette dégradation, c'est l'effet au long cours, notamment dans un département que vous avez cité, qui est le département de l'Aisne, de la désindustrialisation. Parce que la fermeture d'une usine, alors on s'est dit, c'est des emplois qui disparaissent, mais c'est aussi des postes de cadres, d'ingénieurs qui vont disparaître. Et même quand ces usines restent, souvent les cadres et les ingénieurs n'habitent plus sur place. Et donc cette ouverture culturelle, ce brassage, qui était ce qu'il était, eh bien, dans ces petites villes historiquement industrielles, aujourd'hui, on se retrouve qu'entre enfants, d'employés, d'ouvriers. Et donc le bras. Alors, c'est pas à l'éducation nationale de régler ce problème, mais c'est un des éléments qui permet de comprendre comment les choses se sont dégradées, avec beaucoup de gens qui vont avoir 40, 50 ans, et qui ne sont pas encore très âgés, mais qui ont déjà fait un bout de chemin, qui disent, quand je reviens dans ces territoires-là, c'est plus la même chose que quand moi j'étais gamin. Et donc, qu'est-ce qui a changé dans ces endroits-là ? C'est souvent que la mixité sociologique s'est contractée au fil du temps, et que dans un monde totalement horizontal aujourd'hui, où même dans le bus scolaire,
entre Ambert et Clermont, tous les jeunes vont être sur les smartphones. Eh bien, ces fractures géographiques, elles se sont renforcées. Le constat que vous avez évoqué, je l'ai entendu ce week-end. J'étais en Gironde et on parlait de la région du Blayais, donc c'est au nord de la Gironde. On est à 50 km de Bordeaux, et donc exactement la même chose. Des jeunes qui n'étaient jamais allés à Bordeaux, qui étaient en lycée dans ces territoires-là. Et ce n'était pas le cas il y a 25 ou 30 ans. Donc cette fracture, Guy, lui, parle de ça très bien, concentration des CSP+, et des plus diplômés dans les grandes métropoles, parce qu'il y a un effet d'aspiration. Ce qui se passe aussi, on peut se dire que c'est peut-être le paradoxe de l'histoire. L'école de la République n'a pas si mal marché que ça dans ces territoires, dans la mesure où elle était capable de repérer et de former toute une partie de la tranche d'âge qui va avoir fait des études supérieures, sauf que cette élite scolaire-là, dans la plupart des cas, n'est pas restée sur place, elle était aspirée dans les grandes villes. Et donc, historiquement, l'industrie permettait de renvoyer quelque part une partie de ces élites dans ces territoires-là. Et aujourd'hui, cette espèce de va-et-vient n'est plus aussi assurée que par le passé. Alors, c'est pas propre à la France, hein. On le constate dans beaucoup de pays occidentaux. Et puis, moi, je prends mon autre casquette, c'est pas non plus complètement étranger à la géographie électorale et au vote dans ce type de territoire. Donc si je déborde complètement, mais vous voyez que par exemple, Jordan Bardella, là, quand il fait son tour de France pour signer ses bouquins, il évite soigneusement toutes les grandes métropoles. Et il va spécifiquement il a pris un 9 à Moissac, donc Moissac, c'est pas non plus la plus grande métropole de France. Il va dans ces territoires-là. Et rappelez-vous que Bardella était montré du doigt parce qu'il n'avait pas fait d'études supérieures, ou qu'il n'avait pas de bons résultats. Et donc il parle à toute cette France qui se dit mais regardez, l'école c'est pas pour vous, les élites, etc., etc. Et donc il y a un enjeu démocratique aussi derrière tous les sujets que vous abordez ce matin. Je vais juste rebondir sur la question de l'indice de position sociale, qui est un critère qu'on appelle l'IPS, qui est aujourd'hui un critère public, donc c'est une donnée publique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe par cette lecture de l'IPS une fracture, en fait, une ségrégation sociale et spatiale. Et ça, je trouve que c'est inquiétant parce que derrière se pose la question de la mixité. Vous disiez dans les territoires, nous on vient d'un bassin minier, effectivement, les cols blancs de la mine étaient les enfants des cols blancs de la mine étaient scolarisés avec les enfants des ouvriers. Bon, les enfants des cols blancs étaient devant et les ouvriers derrière quand même à l'école, mais il y avait un peu d'ordre social. Mais globalement, c'était quand même mixte. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est progressivement, et François Dubet le montre bien dans ce qu'il appelle la ghettoisation scolaire, c'est que progressivement, en fait, il y a des stratégies d'évitement dans certains territoires qui vont faire que les élites, effectivement, vont déscolariser leurs enfants des écoles publiques pour les mettre dans des écoles privées. Je ne vais pas raviver la guerre publique-privée parce qu'on a besoin d'investir collectivement sur l'école et sur la jeunesse. Donc ça, c'est la priorité collective. Mais factuellement, en fait, on va se retrouver avec des écoles privées concentrant des CSP+, avec des IPS à 150 à peu près, et des écoles publiques qui, dans certains quartiers, dans certaines zones, vont se paupériser avec des IPS autour de 50. 50, c'est le plus bas, 150, c'est le plus haut. Et donc ça interroge en fait sur ce qui va nous permettre de garder de la cohésion et de l'unité en fait dans le pays, parce que l'école c'est la dernière étape de vie, ou la seule pour moi, dans laquelle on peut encore grandir avec des gens différents de soi, de culture, de religion, socialement différents. Et apprendre en fait à grandir ensemble, c'est apprendre à faire société. Et donc la trajectoire qui viserait à ce que chacun soit dans un entre-soi, quel qu'il soit, moi m'interroge en fait sur l'avenir du pays à 20-30 ans. Qu'est-ce qu'on construit en fait si on reste dans des entre-soi sociaux, culturels et religieux ? C'est une vraie question.
Je ne sais pas si vous avez une réponse d'ailleurs. Pardon, je vous pique votre boulot. Non, moi j'ai parlé d'archipélisation pour répondre à tout ça. Mais là, la réalité que vous décrivez, elle est souvent urbaine, hein, sur l'évitement. Là, ce que j'ai essayé de souligner, c'est que dans des endroits, c'est pas de l'évitement scolaire. C'est-à-dire que c'est les enfants, les familles de CSP+, il y en a tout simplement plus, ou plus beaucoup. Et ce que vous disiez en plus, de toute façon, il n'y a pas d'école privée pour scolariser ces enfants dans ces endroits-là. Et donc, on ne mesure pas les effets de traîne que la désindustrialisation produit. Mais alors, la désindustrialisation et aussi la question agricole. Vous voyez, il y avait une grosse coopérative agricole, il y avait le directeur de la coopérative, le chef d'exploitation, etc. Tout ça a été concentré. Et puis même, quand il reste des choses, moi je discutais avec le maire de Châteaudun, en Eure-et-Loire, une grande usine industrielle de pointe, et il me dit, mais sur les X cadres qui sont embauchés dans l'usine, tous sauf un habitent à Orléans. Personne ne va habiter. Alors après, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que vous interrogez ces ingénieurs et ils vous disent, mais on a décidé d'habiter à Orléans parce que l'offre scolaire pour nos enfants est meilleure là-bas. Hein. Et donc le serpent se mord la queue. Et donc si on n'arrive pas à décloisonner et à essayer de faire en sorte que, bien évidemment, la puissance publique essaie de remédier à ça, mais aussi des initiatives locales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu l'état d'urgence face auquel on se trouve, je pense que toutes les énergies et les bonnes volontés doivent être convoquées. Et on doit essayer, j'espère que c'est un peu le but de ces rencontres-là aussi, de faire en sorte que les milieux se parlent, hein, et que, il n'y a pas non plus une attitude qui est parfois un peu surplombante de l'éducation nationale, en disant nous on sait, on s'appelle l'éducation nationale et vous êtes des assos, vous êtes des initiatives privées, parfois suspectes, on ne sait pas quel est votre agenda idéologique derrière, mais quand on voit les résultats qu'on décrit, je pense qu'au contraire, on devrait ouvrir les portes et de se dire toutes les bonnes volontés sont bienvenues parce qu'il y a quand même du pain sur la planche pour tout le monde. Hyper intéressant, merci de me donner l'occasion de réagir. Quand j'ai ouvert notre première école donc dans l'Aisne, ma grande crainte, c'était qu'il y ait une forme de délit d'initié des CSP+, du coin, avant même de choisir le lieu, parce que je me disais, on risque de passer à côté de la cible. Donc on a fait deux choses, c'est qu'on a commencé avec le collège, parce qu'on s'est dit, au collège, on a plus de chances que les familles, même culturellement défavorisées, se rendent compte des difficultés de leurs enfants, parce qu'en fait, en réalité, plus on est culturellement favorisé, plus on se rend compte des enjeux scolaires tôt. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a choisi un endroit où on était sûr qu'il n'y aurait pas beaucoup de Tesla et de CSP+. Donc on s'est installé dans la ville la plus défavorisée, du département le plus défavorisé, de la région la plus défavorisée à l'affaire. Et on était content de constater qu'on n'avait pas loupé la cible, qu'on n'avait que des enfants de milieux très, très modestes. Et progressivement, on a vu arriver, au bout de quelques années, des CSP+. Alors, ce qu'il y a dans le territoire, c'est essentiellement les CSP+, c'est essentiellement des enfants d'agriculteurs. Parce que les agriculteurs dans le nord, dans l'Aisne, ça va très bien. C'est pas du tout les agriculteurs du sud. Et du coup, on a commencé à construire cette mixité, mais elle est partie de l'offre scolaire en réalité. Alors bien sûr, je suis complètement d'accord, ça reste anecdotique par rapport à l'impact qu'aurait une franche politique de réindustrialisation et qui est vraiment la clé du sujet. Hein. Aujourd'hui, il manque 20 000 ingénieurs pour tenir les objectifs de réindustrialisation. Ces 20 000 ingénieurs, en fait, ce sont les jeunes ruraux les jeunes ruraux pauvres qui ne font pas d'études supérieures. Donc il faut aller les chercher dans ces territoires. Donc on en revient toujours un peu. Il y a les filles aussi. Comment ? Mais je dis pas seulement, il y a aussi les filles, c'est notre problématique, mais il y a aussi les filles qui s'autocensurent sur les études. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un enjeu d'aller chercher les enfants de ces territoires et que la dimension scolaire participe bien sûr de la cohésion des territoires, de la cohésion sociale et participe de l'attractivité d'un territoire. On l'a bien vu avec des familles qui s'installent même autour de l'école alors qu'elles travaillent même à Saint-Quentin, donc, qui est assez loin, mais parce qu'il y a une offre scolaire qui répond à leurs problématiques premières. Moi, j'ai été frappé aussi de voir à quel point, en fait, cette question scolaire est le cœur des préoccupations des parents. Quand j'ai ouvert l'école, je n'avais pas encore d'enfants, donc après, j'ai compris. Mais vous avez une détresse des familles qui ne trouvent pas de solution pour leurs enfants et qui, à contrario, sont d'une reconnaissance qui est très touchante quand vous avez des enfants qui sont sortis de la difficulté parce qu'ils étaient vraiment complètement impuissants par rapport au mal-être de leurs enfants. Delphine, vous vouliez...
Moi, je voudrais revenir effectivement sur la désindustrialisation. Enfin, ma circonscription, c'est 98 communes. J'ai un tiers de Clermont et c'est le quartier politique de la ville. J'ai un bassin minier, le bassin Brassac-les-Mines, etc., qui est extrêmement sinistré, et de la grande ruralité et de l'industrie. Et c'est vrai qu'on voit énormément les différences en termes de résultats et en termes également de dispositifs selon ces territoires. Moi, oui, peut-être que ça se dégrade, mais je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience actuellement des politiques et la volonté d'agir. Enfin, l'ouverture de 3000 places supplémentaires en internat d'excellence, c'est une très bonne nouvelle. Il y en a un à Brassac-les-Mines qui fonctionne extrêmement bien. Moi, je vais souvent dans ce lycée, j'interviens souvent dans ce lycée. Je trouve que les jeunes, ils sont mis sur des trajectoires vraiment de réussite, enfin les jeunes internes en tout cas, parce que se pose la question de la mobilité. Je voudrais revenir moi sur l'efficience et l'efficacité surtout des politiques publiques. Vous avez un petit peu parlé des budgets alloués au REP, au réseau d'éducation prioritaire. Alors, je ne savais pas que c'était une de vos propositions. Avec mon équipe parlementaire, moi, je réfléchissais comment mieux affecter ces fonds, etc. Donc, il y a un des 4 critères pour le classement en REP. Il faut se dire aussi qu'à niveau équivalent, en ville ou métropole, 62% des établissements peuvent bénéficier de ce dispositif, alors qu'en ruralité, ils sont que 23% des établissements. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc il fallait changer les critères. Il y a un des 4 critères, effectivement, qui est de faire partie d'un quartier politique de la ville. Moi, j'ai déposé récemment une proposition de loi. J'ai rajouté un autre critère, c'est-à-dire qu'il faut, ça peut être ouvert également à un territoire qui a une commune FRR, France Ruralité Revitalisation, pardon, excusez-moi. Et donc se classer et se placer après, et je suis entièrement d'accord, je pense qu'il faut redistribuer. La clé de répartition, c'est effectivement les résultats, les évaluations nationales d'entrée en 6e pour pouvoir effectivement redistribuer finalement de façon plus efficace les fonds dédiés, et c'est à euro constant, parce qu'on ne peut pas non plus bon, vous connaissez un petit peu les difficultés actuelles, donc et ça ne coûte rien de plus à l'État, mais je pense que c'est une répartition qui est quand même beaucoup plus équitable entre les territoires, et quand on parle de cohésion, c'est un des leviers que nous pourrions actionner voilà, très rapidement. Je vais en parler moi au ministre de l'Éducation nationale dans 15 jours. Je vais essayer qu'ils reprennent. C'est pas le tout de déposer une proposition de loi. On sait que la trajectoire, la trajectoire législative est très très faible pour une PPL. Hein. Mais donc le but, c'est qu'il s'en empare, et puis qu'il peut-être change de lui-même, peut-être par arrêté ou je sais pas, mais en tout cas qu'il s'en empare pour pouvoir changer ce critère-là et redistribuer de façon plus efficace les fonds. Et je rejoins complètement. C'est-à-dire que dans ces territoires-là, effectivement, moi, mon voisin de circonscription, c'était André Chassaigne. André Chassaigne, c'est un communiste, c'est un ami. Voilà, c'est un ami, même si on travaille beaucoup, et on va faire toute une série de conférences sur la montée du RN, parce que effectivement c'est lié à la fracture éducative, c'est lié à l'accès aux soins, et je pense que l'autre levier pour redonner des chances à l'école de la République dans les territoires ruraux, c'est de faire revenir des parents qui sont diplômés dans ces territoires. Et pour faire revenir des parents diplômés, il faut créer de l'emploi, il faut créer les conditions pour les faire revenir, il faut qu'il y ait des médecins. En fait, il faut actionner tous les leviers. C'est-à-dire que c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on veut réduire la fracture éducative si on ne joue pas sur les autres leviers pour de la ruralité. Oui, exactement. D'ailleurs, Florence Rizzo, c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup. Ces rôles des exemples de modèles de gens issus des zones rurales qui ont ensuite fait des études et qui reviennent. Et c'est justement cette partie-là maintenant qui nous intéresse à cette table ronde.
c'est ça. Comment redonner concrètement cette ambition aux jeunes ruraux. Donc oui, il y a la réindustrialisation du pays, mais ce n'est pas pour demain. En attendant, chaque année, voilà, il y a des sortes... Ça repart, voilà, dans ces... On a de nouveau plus de fermetures de sites que d'ouvertures depuis 2 ans. Mais oui, il y a eu des choses. Mais... Donc au-delà de cette réindustrialisation, selon vous, comment redonner concrètement ces leviers d'ambition dans les zones rurales et dans les territoires ruraux, selon vous, Florence Rizzo ? Il y a la question de, effectivement, quand on part, qu'est-ce qui peut nous donner envie de revenir ou qu'est-ce qui peut nous donner envie de créer de l'emploi sur les territoires. Je sais que dans certains villages, ils ont créé par exemple des sortes d'espaces de télétravail qui permettent d'offrir en fait une qualité de vie plus calme en fait, tout en permettant une haute connectivité et donc à des gens d'être télétravailleurs, donc d'être employés potentiellement par des entreprises dans les métiers de service en tout cas, qui ne sont pas forcément sur le territoire lui-même. Donc ça peut être une manière de garder en fait des CSP plus avec des métiers télétravaillables dans des zones rurales. Il y a la question de la création d'entreprises, la création d'emplois et comment effectivement on peut être entrepreneur en fait dans ces territoires, donc soutenir la prise d'initiative et l'entrepreneuriat dans ces territoires. Et après, la question, moi j'aime bien l'idée des médecins, et quand on est issu d'un territoire, on a peut-être plus de chances de vouloir y revenir. Et donc la question de favoriser effectivement l'accès aux études supérieures pour les métiers essentiels d'un territoire, pour se dire que si on vient comme moi de Chemaudin et qu'on est médecin, voilà, on aura peut-être plus envie d'être médecin dans ce territoire que quelqu'un qui n'a jamais vécu dans ce territoire-là. Donc la question de donner en fait des opportunités d'études supérieures à des gens issus du territoire pour parvenir aux besoins en emploi du territoire, je trouve que c'est une idée qui est intéressante. Ce que je reproche moi, à nos politiques publiques actuellement, c'est de travailler, chaque ministère travaille en silo. Alors il y a un grand ministère ou un secrétariat d'État selon les gouvernements à la ruralité depuis quelques années. Mais malheureusement, mis à part le plan France Ruralité où on a tout mis, on a mis je ne sais pas combien d'axes, voilà, c'est du travail encore en silo et il n'y a pas vraiment de coordination intergouvernementale, interministérielle, pardon, sur ces différents leviers à actionner, parce que on ne pourra jamais s'attaquer aux inégalités des chances de nos jeunes ruraux si on ne travaille pas sur le reste. Donc c'est vrai que c'est important. Il y a plein de dispositifs. Moi je vais parler par exemple à l'histoire des microfolies. Par exemple, c'est un dispositif culturel qui fait venir des jeunes, ils voient des expos qu'ils n'auraient jamais pu voir, etc. Mais encore faut-il qu'ils puissent venir de leur campagne. Et là, c'est qui est responsable ? C'est la compétence, l'autorité organisatrice de la mobilité, c'est le PCI, enfin l'agglomération qui doit organiser ces mobilités. Et en fait, il n'y a pas trop de coordination. Chacun essaie de bien faire, mais sur le terrain, moi je vois qu'il y a une désorganisation. Il y a multitude d'initiatives politiques que nous finançons, que nous votons, que nous mettons en place au Parlement, mais après, sur le terrain, c'est l'appropriation et puis la coordination entre les différents acteurs qui posent vraiment problème dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Il y a un vrai problème d'efficacité sur le terrain de ces politiques publiques. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Et vous, Jean-Baptiste ? Écoutez, moi, j'entends beaucoup de réponses institutionnelles et bien sûr qu'on parlait d'éducation prioritaire, on parlait d'un certain nombre de leviers qui sont institutionnels qu'il faut actionner, mais je crois qu'il faut aussi favoriser l'émergence d'initiatives locales. Il y a une énergie chez les professeurs dans ces territoires et partout d'ailleurs. Il y a une volonté des professeurs de trouver des solutions, d'imaginer des réponses pédagogiques qui existent.
Et je crois qu'elle est beaucoup bridée, cette énergie-là. En tout cas, rien n'est fait pour favoriser, permettre à un professeur de créer un établissement différent, avec une pédagogie alternative pour répondre à une problématique spécifique. Aujourd'hui, c'est la croix et la bannière quand vous voulez innover sur le plan pédagogique. Dans un établissement public, il y a énormément de contraintes. Je ne vous parle pas de créer votre propre établissement. Et ensuite, une fois que vous l'avez créé, vous devez généralement le réserver à des gens qui sont capables de payer pour. Donc en fait, finalement, votre initiative pédagogique, elle est orientée mécaniquement vers des CSP+, alors que ce n'est pas à elles qu'elle serait naturellement destinée. Ce n'est pas ceux qui en auraient le plus besoin. Et d'ailleurs, c'est surtout que ce n'est pas à eux que les professeurs voudraient le destiner en premier lieu. Un professeur, ce qu'il anime le matin, c'est d'apporter des savoirs à des gamins qui ne les ont pas reçus dans leur famille. Et donc, permettre à ces professeurs d'innover pédagogiquement, de monter des établissements scolaires autour d'eux, de libérer un peu ces énergies éducatives, je crois que ce serait un levier très intéressant, et pas uniquement, même si, bien sûr, moi, j'en profiterai pour créer plein d'écoles d'excellence scolarité, mais on peut faire tout un tas de pédagogies qui vont répondre à différents besoins, des écoles Montessori, des écoles démocratiques, des écoles, j'en passe, et des meilleures. Il y a énormément de pédagogies qui répondent localement et qui sont aujourd'hui très contraintes. Et on pourrait typiquement réfléchir à un modèle où on labelliserait, au lieu de passer les établissements sous contrat par classe, comme c'est le cas aujourd'hui, avec toute la contrainte que ça implique et la durée que ça suppose pour pouvoir tenir le coup avant d'avoir un soutien public, imaginer des labellisations d'établissements en fonction d'un certain nombre de critères d'impact pédagogique. Nous, aujourd'hui, on peut démontrer que les élèves qui arrivent chez nous en début de CP, ils sortent avec, en fin de primaire avec un niveau supérieur à la moyenne nationale, alors qu'ils arrivaient avec un niveau inférieur au REP+. De la même manière, des élèves qu'on présente au brevet depuis 4-5 ans maintenant, qui appartiennent aux 10% les plus défavorisés, obtiennent aux épreuves écrites du brevet les mêmes notes que les 10% les plus favorisés. Donc il y a un impact pédagogique et scolaire. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne favorise pas l'émergence d'établissements qui seraient en mesure de justifier de cet impact pédagogique dans des territoires défavorisés, en zone rurale, mais pas uniquement. Ça pourrait aussi être le cas dans les zones urbaines qui en expliciterait le besoin. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a une grande générosité, et ça répondrait, on parlait tout à l'heure de la crise d'attractivité du métier d'enseignant. Moi, je vois beaucoup de jeunes professeurs qui se tournent vers nous, qui n'auraient sans doute pas passé les concours de l'éducation nationale parce qu'ils ne se voyaient pas s'engager pour 40 ans dans un métier avec quelque chose de très formel, mais qui ont plutôt cette logique d'entrepreneurs sociaux, de gens qui veulent aller rejoindre une problématique et une population et se mettre à son service, qui veulent être moins objectivés sur les moyens que sur les résultats. Toute cette génération-là, je crois du même coup, à la fois, on répondrait à une problématique sociale et scolaire, et puis on favoriserait l'attractivité des métiers d'enseignant. Merci beaucoup. Florence, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Sur l'attractivité, on en parlait un peu en aparté, mais c'est vrai que le salaire d'entrée aujourd'hui est environ à 1,2 du SMIC versus plus de 2,2 il y a 40 ans. Donc il y a eu une perte de pouvoir d'achat, une paupérisation en fait, des enseignants. Il faut régler ce problème-là, qui est un problème majeur pour le pays, parce que si on n'a personne qui veut enseigner à 12 millions d'élèves, on aura un problème pour l'avenir du pays et pour la formation de notre jeunesse. Et l'intelligence artificielle ne réglera pas le problème. C'est-à-dire que oui, on peut avoir des profs augmentés par l'IA. Nous, on développe avec Être Prof des outils qui permettent de créer des cours et de les adapter pour les enfants à besoins particuliers, et avec l'idée de déléguer à l'IA ce qui est délégable, mais de réinvestir le temps humain de qualité pour accompagner les enfants dans leurs besoins, dans leurs difficultés, dans leurs rêves. Et donc voilà, on va avoir besoin de travailler cette attractivité du métier enseignant comme étant un métier d'avenir, de même qu'on a besoin de soignants et de tous ces métiers essentiels sur lesquels on n'investit pas assez collectivement. Donc je crois qu'il y a effectivement un gros sujet de revalorisation de ces métiers essentiels pour le pays. Et ça passe en partie par la revalorisation financière, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi la question du statut. Les études de l'OCDE, enfin PISA et Thalys, montrent que seulement 4% des enseignants se sentent valorisés en France dans leur métier. Voilà, on fait beaucoup de
de prof bashing en France en disant que c'est quand même des je m'en foutistes qui ont beaucoup de vacances et qui en plus râlent et font grève, donc quand même. Mais si on regarde aussi objectivement, ce sont des bac plus 5 qui commencent encore une fois à 1,2 du SMIC, à qui on a rajouté des missions de plus en plus au fil du temps. Si on regarde le nombre de missions sociales qui ont été demandées à l'école et aux enseignants, on se retrouve effectivement avec une évolution de j'enseigne les maths, le français, à j'y rajoute tout un tas de sujets d'éducation qui sont autant de sujets justes, à la santé, au développement durable, etc. etc. Et donc, ce qui fait qu'il y a une augmentation du nombre de tâches pour une complexification du métier liée aussi au fait que depuis 20 ans, on a la loi handicap qui permet, et c'est très beau, la scolarisation des enfants à besoins particuliers en milieu scolaire ordinaire. Mais ce qui veut dire que dans une classe lambda en France, on a en moyenne 10 à 20% d'enfants qui sont neuroatypiques et donc qui demandent des besoins d'adaptation. Et donc, quand vous êtes face à une classe de 26 élèves en moyenne, qui est un des plus hauts taux de l'Union européenne, vous vous retrouvez finalement avec environ 80-90% effectivement de neurotypiques, mais 10 à 20% de neuroatypiques. Et donc quand dans la même classe vous avez un dyslexique, un dyspraxique, quelqu'un qui a un TDAH, quelqu'un qui a un trouble autistique, ça veut dire que vous ne faites pas un seul cours, vous en faites 5 ou 6 si vous voulez bien faire votre travail. Et donc il y a une complexification du métier qui est très peu comprise en fait par le grand public. Et donc les pauvres, ils se retrouvent effectivement dans une situation où ils sont moins payés, pas considérés, et en plus avec des tâches qui se sont objectivement complexifiées. Et le coup de grâce de ces dernières années, ça a été les assassinats d'enseignants, que ce soit Dominique Bernard ou Samuel Paty, avec le sentiment d'être en première ligne de tout un tas de problématiques sociétales dont ils écopent. Alors que ce sont effectivement des premières lignes pour éduquer à l'esprit critique, éduquer face aux fake news, à la montée de ce monde de la post-vérité où on oublie complètement la rigueur du raisonnement scientifique, où tout se vaut. Et donc tout ça, ils se le prennent en pleine face. Et donc je pense qu'il y a quand même un sujet de reconnaître, en fait, sans faire pleurer dans les chaumières non plus, mais de reconnaître la complexification du métier et d'être un peu plus derrière nos enseignants dans ce pays, si on veut garder un système éducatif de qualité pour une grande puissance qu'est censée être la France, quoi. Merci beaucoup. Ça serait d'ailleurs, parce qu'il est déjà, malheureusement, on leur a tourné 10 heures, donc il est le temps de conclure. Avant de passer aux questions, je vous rappelle que vous pouvez toujours envoyer vos questions au numéro juste derrière. Donc je vais poser à chacun d'entre vous, vous pouvez y répondre tour à tour. Alors, selon vous, quelle serait donc votre priorité pour réduire cette égalité, pour réduire justement cette fracture rurale, cette fracture éducative entre les zones rurales et les petites villes? Est-ce que pour vous, Florence Rizzo, nous pouvons commencer par vous, ça serait donc revaloriser justement les professeurs ou vous pensez également à d'autres leviers prioritaires? Il y a une question effectivement de revalorisation, il y a une question aussi de déconcentration des moyens dans les mains des chefs d'établissement. Aujourd'hui, un chef d'établissement n'a pas la capacité humaine et financière à vraiment former et accompagner son équipe. Il n'y a pas de ligne budgétaire en fait qui permette de former et accompagner son équipe. Donc voilà, on peut avoir une logique nationale avec l'idée d'avoir un socle commun partagé et en même temps davantage faire confiance et déléguer les moyens aux territoires et aux établissements scolaires pour que, une fois qu'on s'est mis sur un socle commun, il puisse y avoir de la liberté d'engagement des moyens et des dépenses pour répondre aux besoins spécifiques des populations du territoire en question. Donc je pense qu'il y a un grand besoin de mettre davantage de capacités dans les mains des acteurs des territoires. D'accord, merci beaucoup. Jérôme Fourquet. Mais je pense que ce qui a été dit tout à l'heure sur les critères de définition des zones prioritaires, sans doute rééquilibrer les choses pour tenir compte de ces spécificités des zones rurales. Et puis ce que vous indiquiez à l'instant, c'est-à-dire faire respirer aussi notre modèle institutionnel en décentralisant. On le voit sur l'école, mais on le voit nous dans nos enquêtes de plus en plus, avec l'idée que le système un peu monolithique est aujourd'hui à bout de souffle et qu'il faut désiloter, comme on dit en bon français, mais aussi
laisser la possibilité aux acteurs locaux, qu'ils soient de l'éducation nationale ou qu'ils soient extérieurs au champ de l'éducation nationale, les possibilités de mettre leur énergie au service de cette ambition-là. Merci beaucoup. Écoutez, je souscris totalement à ce qu'a dit Florence Rizzo. Je pense que l'enjeu central de notre système éducatif, c'est d'arriver à créer une ligne de management intermédiaire au niveau des établissements. En fait, on passe directement du ministère aux professeurs et du coup, on ne peut pas piloter de politique de reconquête éducative parce que l'échelon qui serait nécessaire, c'est celui de l'établissement et on ne donne pas cette possibilité. Le chef d'établissement n'a pas d'autorité pédagogique sur ses professeurs, il n'a pas de moyens de marge de manœuvre budgétaire et donc on est dans un système où comment dire, le ministère n'a pas de relais locaux. Et donc on est vraiment, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Je pense que le levier principal, ce serait de donner des moyens aux établissements scolaires, de déconcentrer les moyens pour permettre d'adapter les outils pédagogiques au territoire, de cibler les approches et les investissements en fonction des besoins des élèves et des difficultés rencontrées. En fait, il faut créer de la granularité et de la proximité pour améliorer notre système éducatif. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi, ça serait plus créer des synergies entre les différents acteurs et ne pas négliger les acteurs, les élus locaux, parce que ce sont eux qui sont propriétaires, comme vous le savez, des écoles dans les communes. C'est le conseil départemental qui est en charge des collèges, c'est le conseil régional qui est en charge des lycées. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler main dans la main avec les élus locaux, travailler également, je l'ai déjà dit, sur des interfaces interministérielles qui soient beaucoup plus performantes en termes de cohérence de toutes les politiques publiques en termes d'éducation dans les zones rurales. Et puis la dernière chose sur la déconcentration, où là, on ne passe pas du ministère aux enseignants, il y a quand même d'autres intermédiaires entre le ministère et l'enseignant. Il y a les recteurs, il y a les DAZEN, il y a pas mal d'instances. Et il y a, moi, une instance qui me semble intéressante, c'est l'Observatoire des dynamiques locales, dans laquelle on se réunit et puis on essaie de trouver une vraie dynamique en matière éducative sur nos territoires. Et je pense qu'il faut peut-être plus déconcentrer là, ouvrir. Par contre, on est d'accord, peut-être les participants à cet observatoire des dynamiques territoriales ou rurales, je ne sais plus exactement le nom, il y en a tellement d'instances, mais en tout cas, cette instance-là est pour moi importante parce qu'il y a des représentants de parents d'élèves, il y a des représentants de l'éducation nationale. Moi, en tant que parlementaire, j'ai demandé à en faire partie. Et donc, il y a quand même des choses qui sont faites. Moi, je crois toujours quand même... en une école de la République quand même, mais en donnant effectivement du souffle, de l'air aux initiatives locales. Et on s'aperçoit, y compris sur mon territoire, où il y a très peu d'établissements privés, mais où il y en a, et ils ont tout leur rôle à jouer. Et il ne faut pas ni opposer les territoires, ni opposer les établissements entre eux. Voilà, c'est le mot que je dirais, mon mot de la fin. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, on conclut cette belle table